Pourquoi dit-on qu'une force travaille et comment exprimer le travail de cette force? Pour répondre à ces questions, prenons un exemple simple. Si je prends une distance entre un point A et un point B et que j'imagine un wagon sur des rails qui va de A vers B, si j'imagine que quelqu'un tire le wagon pour le faire aller vers B, mais au lieu de tirer de la façon la plus efficace directement parallèle au déplacement, il tire le wagon avec un certain angle alpha. On comprend ici que même si cette force est moins efficace, elle va quand même permettre le déplacement du wagon entre A et B. Alors qu'est-ce que le travail dans ce contexte? Le travail de la force, c'est l'énergie que cette force apporte au système pour permettre le déplacement entre A et B. Dans mon exemple, l'énergie, l'effort de la personne qui tire le wagon. On peut alors écrire que le travail entre A et B de la force F, qui s'exprime en joules, l'unité de l'énergie, est égal à la valeur de la force multipliée par le cosinus de l'angle alpha multiplié par la distance AB, où la force est ici en newton et la distance en mètres. Cette formule est assez facile à comprendre. Si je reviens à mon exemple et que je décompose le vecteur force F en deux composantes, une sur son ordonnée, qui a une valeur de F multipliée par sinus alpha, c'est un calcul simple de trigonométrie, on comprend bien que cette composante ne va pas servir le déplacement. C'est en quelque sorte la partie inefficace de la force F. Si par contre je considère la projetée de la force F sur la distance AB, en trigonométrie, cette valeur est égale à F multiplié par le cosinus de l'angle alpha. C'est cette composante qui va effectivement servir au déplacement du wagon entre A et B. Il est alors facile de comprendre pourquoi la formule du travail de la force F est égale à cette valeur de F multiplié par cosinus alpha que multiplie la distance entre A et B. Plus l'angle sera petit et plus le travail, c'est-à-dire l'énergie que la force apporte au système, sera élevé. Prenons un autre cas particulier avec des forces parallèles ou perpendiculaires au déplacement. Si j'imagine une voiture qui se déplace entre un point A et un point B pour une distance DAB et que je fais le bilan des forces, j'ai une force grand F qui est la force motrice du moteur qui fait avancer la voiture, une force R qui est la résistance au sol qui fait que la voiture reste sur la route, la force P du poids de la voiture qui tire la voiture vers le bas et qui est compensée par la force R, et une force petit f des frottements de l'air lors du déplacement. F est parallèle au déplacement entre A et B et dans le même sens. Le travail de grand F est alors égal à la valeur grand F multipliée par la distance AB. Pour m'en convaincre, je peux revenir à la formule générale du travail d'une force et voir qu'ici, le cosinus de l'angle alpha entre la force et le déplacement est égal à 1, car alpha est égal à 0. De même, petit f, la force de frottement, est parallèle au déplacement entre A et B, mais dans le sens contraire. Cette fois-ci, le travail de cette force petit f est égal à moins petit f multiplié par la distance AB. De nouveau, pour m'en convaincre, je peux retourner à la formule générale et m'apercevoir qu'ici, l'angle entre le vecteur petit f et la distance AB est de 180 degrés. Le cosinus de cet angle est alors égal à moins 1, d'où le moins dans ma formule ici. Enfin, la résistance au sol est perpendiculaire au déplacement. Son travail est alors égal à 0. De nouveau, pour m'en convaincre, je peux voir que l'angle entre le vecteur R
et la distance AB est égale à 90 degrés, le cosinus de 90 étant égal à 0, le travail de la force grand R va être égal à 0. Dans mon exemple, le travail du poids est aussi ici égal à 0. Le cas particulier de force parallèle ou perpendiculaire au déplacement est très commun. Il est donc intéressant de se souvenir directement de ces formules. Lorsque la force est parallèle au déplacement et dans le même sens, on peut tout simplement calculer la norme de la force multipliée par la distance. Au cas où une force est parallèle au déplacement mais en sens opposé, c'est la même chose mais avec un moins. Et lorsque la force est perpendiculaire au déplacement, son travail est toujours nul. Pour finir, on peut aussi noter qu'il est logique que le travail de la force motrice soit positive au déplacement, elle apporte de l'énergie. La force de frottement va, elle, enlever de l'énergie à la voiture et va la freiner, c'est donc un travail négatif. Et la force de la résistance au sol n'apporte aucune énergie au déplacement, et il est de nouveau logique que son travail soit nul. Une force que l'on retrouve dans beaucoup de problèmes, c'est le poids. On a vu dans l'exemple précédent que le travail du poids était nul, tout simplement parce que la voiture était dans un déplacement horizontal. Mais qu'en est-il d'un objet qui descend ou qui monte? Si je prends une pente de A vers B, en notant toujours DAB la distance entre A et B, un objet qui glisse le long de la pente, uniquement soumis à son poids, si je note H la différence de hauteur entre le point A et le point B, je vais pouvoir écrire que le travail entre A et B du poids P est égal à P multiplié par H, c'est-à-dire que le travail du poids est égal à M, la masse de l'objet, multiplié par G, la constante de gravité terrestre, multiplié par H, la hauteur entre A et B. Pour me convaincre de ce calcul, je peux retourner à la formule générale du travail d'une force. Ici, le travail entre A et B de la force P est égal à la valeur de P multiplié par le cosinus de l'angle alpha multiplié par la distance AB. Or ici, la distance AB multipliée par le cosinus alpha est en fait par trigonométrie exactement la hauteur h entre A et B. Je retrouve alors la formule que je viens d'écrire. Le travail entre A et B du poids est égal au poids multiplié par h. Qu'en est-il si l'objet se dirige vers le haut? Je ne m'intéresse ici qu'au poids. Je n'ai donc pas dessiné les autres forces qui permettent à l'objet de monter. Si je considère de nouveau la hauteur h entre le point A et le point B, le travail du poids va être ici égal à moins P multiplié par h, c'est-à-dire moins M fois G multiplié par h. Il est facile de retrouver ce moins en reprenant la formule générale du travail d'une force. Il est aussi intuitif de comprendre que, dans ce cas, le poids apporte un travail ou une énergie négative, c'est-à-dire qu'il va lutter contre le déplacement. Pour résumer, si un objet descend, le travail du poids va être égal à la masse de cet objet multiplié par G multiplié par H, la hauteur qu'il aura parcourue. Si l'objet monte, le travail du poids sera cette fois-ci égal à moins la masse multiplié par G multiplié par la hauteur H de laquelle il est monté.